Ça roule-tu? Oui, ça des roule? bonnes chances, des bonnes chances. On le sait pas, des fois ça roule pas. Non, ça roule tout le temps. À date, ça roule tout le temps. Ça a hein. toujours marché. Guillaume, comment ça va? Ça va très bien. Toi? Ça va bien, merci. Hey, Mehdi, merci d'être là. Ben, ça fait plaisir, merci de me recevoir. Guillaume, Mehdi, Bienvenue. Mehdi, Guillaume. Enchanté. Enchanté. Mehdi Boussaiden. Oui, c'est pas comme ça qu'on prononce, mais Non? c'est le nom, ouais. Désolé. Non, c'est correct. J'aime ça le dire de même, Boussaiden. Comment on le prononce? Ouais. En français exact, ce serait Boussaïdan, mais en arabe, ce serait Boussaïden. OK. C'est un, Ah. c'est un son que vous ne pouvez pas faire, essayez pas. Oh non? Zaïden. Zaiden. Zaiden. C'est comme Zater. Zatar. Oh! Ouais. Zater. Oh mon Zater. dieu, tu t'y connais? Ouais, je suis né de même. Je suis né avec ces sons-là. Mais c'est fou, il y a des sons que les gens peuvent pas faire. Mais ça, on dirait que tu le pognes dans le triangle des Bermudes. Ouais, il y a comme Que je sais pas. c'est un muscle qu'on Ouais. a ici. je sais Zater. pas. Zatar. Mehdi, on te connaît? Ouais. je pense que Ouais, tu me connais, ouais. Ça, c'est clair. Ouais. Je te connais aussi, Show 2000, on l'a fait ensemble. Ouais, c'est vrai. On a fait quelques shows aussi. Plusieurs depuis les 4-5 dernières années. Ouais. On a fait l'école ensemble aussi. Toi, ta première année, deuxième Ouais, année. exact. On s'est côtoyés à l'école de l'humour. Puis on se côtoie aussi dans des petites beuveries. Je vois pas de quoi tu parles. Moi non plus. Je parlerai pas sans Parfait. la présence d'un avocat. Coupé! Parfait. Puis à part de ça, on te voit aussi à la télé, dans Med, l'émission Ouais. qui porte ton nom. Mhm. Parce que t'es l'acteur principal. Ouais. Y a-tu autre chose? Y a-tu Trop. d'autres Saison 2 qui s'en vient, qui va être cool, je pense. Le personnage que je joue prend plus d'importance dans l'histoire. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Nice. Ma mère, elle t'a vu, puis elle a dit, il est bien bon, mais dis, tu y diras. Ouais. Ouais. Génial. Je te le dis. Félicitations. Puis, tu 5 prochains aussi. 5 prochains, ouais, le documentaire sur l'humour qui sort bientôt. En fait, je pense pendant le printemps, si je me trompe pas, qui va être cool aussi à voir. Puis mon one-man show que je prépare activement en ce moment. T'as-tu une date précise? Il n'y a pas de date précise, on a juste une période. On sait que ça va être probablement printemps 2018. Ok. Félicitations. Printemps. Pas Ok. printemps, excuse-moi, Ok. je me mélange dans mes saisons. Automne. Automne, moi aussi, printemps-automne. Ouais. Quand c'est pas l'été ou l'hiver, C'est les saisons qu'on s'en fout. on un peu. s'en De calisse. toute façon, est-ce qu'ils existent vraiment? Parce qu'il y a duré une semaine chaque. Fait que... On C'est pourrait vrai juste, que on c'est, pourrait juste dire hiver été, puis ce serait bien plus simple. Ou la- Qui on appelle pour ça? Charles Enlever deux... Charles Serre? Ouais, Charles Serre. Tu l'appelles, Coupe-moi ça à 2 saisons, mon il va Charles. éteindre son feu, puis il va venir te voir. Quoi d'autre à part de ça? Tu fais quoi? Qu'est-ce que je fais de mon temps? Moi, à part l'humour, qu'est-ce qu'on peut apprendre de Mehdi? Qui es-tu? Des fois, je pense que tu définis quelqu'un aussi par ses hobbies, par ce qu'il fait dans la vie, puis j'en ai pas. J'ai aucun hobby. Je pensais à ça récemment, je me dis... Il me semble dans tous les films qu'on regarde où tu suis la vie de quelqu'un, il fait toujours son travail et une activité, genre il fait du jogging, ou il fait de la peinture, ou Du squash. du squash, dans certains films de juifs de New York. mais moi, j'ai pas de hobby, j'ai rien. Je fais juste faire de l'humour, puis je regarde des documentaires. C'est pas mal mon... Mais je pense pas qu'on considère ça comme un hobby. Regarder des documentaires. Je te dirais, ça dépend du nombre d'heures et de dévouement relié à ça. ok, là. ben, c'est un hobby de bord. Ok. Je pense que je regarde en moyenne 5 à 6 documentaires par jour. Ah oui? Ouais. Par jour? Par jour, ouais. Carré. Documentaire / reportage. OK. Fait que tu sais, des reportages, documentaires, il y en a qui sont pas longs, hein. Ouais. Il y a des courts, je sais pas comment ils appellent ça, là, des documentaires, je sais pas, mais tu sais, de 15-20 minutes, là. OK. Et des reportages. Parce que t'aimes apprendre des choses? Ouais, parce que j'ai plus le temps de voir certaines choses. Tu sais, par exemple, je veux découvrir un pays où j'ai pas le temps d'aller y aller physiquement. Je vais regarder le maximum de documentaires sur ce pays-là pour en Ok. apprendre sur la culture. Ça me donne l'impression d'y être allé. OK. Puis je trouve que c'est le fun de le savoir, là, de connaître un peu sur d'autres places. OK. Puis, Tes sujets préférés, c'est quoi? Ben, de documentaire, t'es-tu plus science, plus, là, tu nommes voyage, mais, tu sais, on a tous nos petits sujets Ouais. fétiches, puis ça varie, hein, comme moi, là, ces temps-ci, là, je suis beaucoup dans les hommes préhistoriques. Tout ce qui concerne, c'est très précis, là, le changement d'anatomie du bassin des grands singes qui s'est modifié pour que tout le système musculaire change pour adapter toutes les rotules. Je tripe biomécanique des bipèdes. Là. Fait que je regarde tous les documentaires là-dessus. Puis ça? tu googles ça sur Ouais. YouTube. J'achète des livres sur Amazon, tout ça, de biomécanique, de paléoanthropologie. Je tripe là-dessus. Tu sais, là. Puis là, j'ai une grosse phase. Là. Puis l'impact sur les mains, quand tu disponibilises les mains, le changement cérébral que ça fait. Bref, fait qu'on a ça, tu vois, c'est ma passe. Fait que
Toi, t'as-tu des phases J'ai comme eu la phase préhistorique. J'ai eu Tu passes une phase. Ouais, c'est une phase. Mais j'ai eu plein de. Tu sais, au début, j'ai commencé avec les documentaires plus généraux. Tu sais, on a tous écouté des documentaires sur les pyramides, sur les Égyptiens, tu sais, l'Antiquité, puis tout ce qui est historique. Mais là, je suis rendu que j'en ai tellement vu que j'écoute vraiment des trucs super précis sur des cas isolés dans le monde. Par exemple, j'ai regardé un documentaire sur le Kazakhstan, un pays voisin du Kazakhstan qui s'appelle le Kyrgyzstan, je pense. Ouais. Et les coutumes de mariage du Kyrgyzstan où les hommes doivent kidnapper leur future femme. Donc c'est monnaie courante, dans le fond c'est la tradition, il faut que tu ailles kidnapper la fille. Donc dans le fond, par exemple, tu peux la connaître, ça peut être ton ami, ça peut être ta blonde, puis tu lui dis veux-tu m'épouser? Si elle dit non, tu peux la kidnapper. Bon. Et souvent les filles vont dire non parce que c'est comme tu veux pas avoir l'air d'une fille facile. Ouais. Fait que c'est souvent ça, fait que veux-tu Ils ont pas le MeToo à la même place. Non, hein. c'est ça, eux ils ont pas trouvé trouvé le hashtag facile. ils ont pas trouvé la touche hashtag sur leur clavier. Mais les filles souvent le savent qu'elles vont se faire kidnapper, elles savent juste pas quand et où. OK. Est-ce qu'elle se prépare? Est-ce qu'elle se maquille? Elles se préparent pas parce que c'est une surprise, mais il faut qu'elles jouent. Ben, bien évidemment. Ouais, les kidnappings, c'est pas à l'horaire, disons. Mais il faut qu'elle joue la victime, même la si détresse. même si elle veut épouser cet homme-là. Faut qu'elle joue, donc elle se débat. Puis, en fait, la coutume, c'est qu'il faut que tu ailles avec tes hommes d'hommes. Best man. Ouais. Toi, t'es pas supposé la kidnapper, c'est tes best men qui la kidnappent. OK. Toi, t'es juste dans l'auto, puis il faut que tu retiennes. La drop, puis c'est les femmes qui s'occupent maintenant de la convaincre que c'est la bonne chose. Ils disent non. Wow. Puis ça peut durer des heures comme des jours. Là. Moi, je trouve ça tellement intéressant, le voyage en général, mais comprendre juste la logique d'une autre culture. Tu sais. Je veux dire, je te le cacherai pas, c'est un angle que je vais explorer un petit peu plus avec toi parce que t'es clairement pas la génétique de Joliette. Okay. Fait que l'aspect culturel, c'est vraiment un défi parce que t'es continuellement confronté avec des choses qui, selon tes valeurs, c'est pas bon. Mais il faut que tu oublies ça pour dire, oui, mais de l'autre bord, ça marche. De ce bord-là, là. Et c'est très dur de ne pas comparer, bref. Fait que c'est un trip, ce que je comprends bien, pour toi aussi t'intéresser à ça. Oui, j'aime vraiment ça. C'est justement comprendre la psychologie de ces gens-là, mais jamais en la jugeant. Je ne vais jamais me dire, mais c'est des malades, ces gens-là. Ouais. Je fais, ben, c'est leur culture. C'est leur code. J'essaie de comprendre d'où c'est venu, mais c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Mais il y en a des documentaires comme ça, là. Il y en a. Puis il est très court en plus, celui-là. Je pense qu'il durait 20 minutes. OK. Toi, t'es pas né au Québec? Non, je suis né à Alger. Tu me l'avais dit, t'es arrivé... Là, j'étais arrivé en 96 ou 95, si je me trompe pas. Je suis nul un peu avec les dates. Mais t'es arrivé 95-96 pendant la guerre civile algérienne. C'est ça, tu m'en parlais, ça, c'est fucked up. Ben justement, là, allons-y, là, je pense que tu as quand même une histoire qui mérite là, qu'on accorde pas mal d'attention là-dessus. Peux-tu juste dire d'où tu viens, où tu es né, ton contexte familial, un petit peu juste ton historique, un petit peu d'où tu viens? Je suis né, la ville exacte, je sais pas exactement, je pense que je suis né à Blida, qui est pas loin d'Alger, c'est comme tu dirais Laval, Montréal. OK. Puis j'ai grandi avec un grand frère, une grande sœur, dans une famille normale, aisée, algérienne. OK. Puis c'est ça, au début des années 90. Moi, je suis né en 91, je pense que la guerre a commencé, enfin, le début, là, ont commencé 89-90. Puis c'est ça, donc pendant mes 5 premières années, il y avait une tension en Algérie, il y avait des problèmes politiques, il y a une milice qui s'est créée. C'est une guerre à l'interne, une guerre à pas l'interne. des conflits internationaux non, en Algérie. c'est vraiment interne. Le peuple a été divisé en 2 ou en 3, si on veut. OK. Donc il y avait le gouvernement en place, qui était le FLN. OK. C'est les gens qui ont libéré le pays des Français. Okay. Donc, c'était des héros, des héros nationaux qui ont fondé un parti en 60, juste après la libération en 64. Puis après, c'est devenu le parti le plus populaire parce que c'est quand même les sauveurs du pays. Mais à un moment donné, c'est devenu corrompu. Il y a eu plein de problèmes. Il y a une partie du peuple qui a commencé à se dire, mais là, on veut des élections, on veut quelque chose... on veut avoir d'autres options. Fait qu'ils ont lancé des élections, puis plusieurs partis, en sachant très bien qu'ils allaient gagner. Il y a plusieurs partis qui se sont proposés, mais il y en a un particulièrement qui a suscité plus d'attention, qui s'appelait le FIS, le Front Islamique du Salut. Puis c'était un peu le parti populaire, un peu le parti
social que les gens aimaient, que c'était très musulman, c'était des islamistes. Et donc ça a pris plus de popularité que ce que le FLN pensait. Ok. Fait qu'ils s'en allaient pour gagner, en fait. Tous les gens, plus en campagne, les gens votaient pour eux parce que ils se disaient, si les lois sont coraniques, il n'y aura pas de corruption. Dieu permettra pas ça. Je comprends. Le FLN, est-ce qu'il était relié à une religion en particulier? Non, ils étaient plus laïcs. Évidemment, Ok. ils sont musulmans, mais je veux dire, c'était Ok. des lois civiles Oui. laïques. Fait que- Parfait. Ok. Puis là, le FLN a vu qu'ils s'en allaient pour perdre, fait qu'ils ont annulé les élections. Huh. Ils ont juste dit, bon, finalement, on n'en fera Ouais, pas non, on d'élections. va reporter ça. Ouais. C'est pas les meilleures conditions. Les Ça nous fatigués, tente plus. Ok, puis c'est là de shit hits the fan. Et là, ça a divisé parce qu'il y en a plein qui ont fait, ben voyons que ça se fait pas. Mm. Il y en a qui ont fait, ah ouais, c'est bon, on préfère ça parce qu'on veut pas que ce soit les islamistes. Et il y a une catégorie qui a fait, oh, faut qu'on s'en aille. Faut qu'on s'en aille d'ici. Ouais. Ça va péter, Ouais, ok. dont nous. Ok. Ouais. Ok. Et donc, ce que je comprends, c'est que ça a pété. Ça a pété. Là, il y a eu... De quelle façon? Qu'est-ce qui s'est passé? Au début, ça a commencé, c'était le FIS a lancé un appel à ses électeurs qui a dit maintenant le gouvernement est notre ennemi. Donc tout ce qui se met sur le chemin entre nous et le gouvernement, si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Donc ils ont commencé à faire des attaques dans des institutions gouvernementales. Donc ils attaquaient les policiers, ils attaquaient les pompiers, ils attaquaient l'armée. Au début, c'était l'armée. Ils piégeaient des convois de l'armée, ils les tuaient. Ok. Ouais. Ok. Ils mettaient des bombes, ils tiraient sur les soldats. Jusqu'à là, ça allait parce que c'est une milice armée qui attaque D'autres armées. une armée. Faut que ça, Ouais. y a pas de dommages collatéraux. Puis là, après ça, ils ont dit les policiers. Mais là, les policiers, là, ça devient un peu plus, tu sais, je veux dire, c'est plus On rentre dans le local. civil, On rentre dans le tranquillement. civil. Ouais, là. on rentre dans On le a vide, tous, là, on a ouais. tous un membre de notre famille qui est policier quelque part. Fait qu'ils ont commencé à tirer les policiers dans la ville devant chez eux. Là. Puis là, tu savais plus qui était avec qui. Tu sais, c'est pas Ouais. des couleurs, c'est pas des uniformes. Tu sais, Ouais. ça peut être ton voisin qui est pour le FIS. Il sait que t'es policier. Il va les appeler, il va dire mon voisin il est policier, il habite tel endroit. Ils envoient 2 gars, ils lui mettent une balle dans le dos, puis ils s'en vont. Ok. Puis- Fait que c'est vraiment le peuple se retourne Ouais. contre lui. Et, Ouais, un peu à la Hutu-Tutsi. Là. Mais- Oui, tu vois, c'est exactement ce que Ouais. j'avais dans la tête, le Ouais. Rwanda. Là. C'était le même régime de terreur. Tu peux plus faire confiance à ton voisin. C'était. Puis là, après, c'était devenu vraiment pire. Là. C'était rendu que c'est des milices qui se promenaient Ils rentraient dans des villages, puis ils les piégeaient, en fait. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils tuaient les milices, par exemple, tuaient des soldats. On va les appeler les rebelles ou les terroristes, comme vous voulez. Ils piégeaient des soldats ou des policiers, ils les tuaient, ils mettaient leur uniforme. Là, ils allaient dans un village, puis ils disaient, on est des soldats, est-ce que vous êtes avec nous? Vous êtes avec les rebelles? Puis ils disaient, ben non, nous, on est avec vous. Puis là, ils disaient, ah, ok. Puis là, ils te les mettaient devant un mur, puis ils te les claquaient à la mitraillette. Puis là, tu savais plus qui était qui. Oui, ben oui. Même les vrais soldats avaient peur de tout le monde, parce que tu sais Ouais. pas qui était avec qui. Ok. Fait que c'était juste un état de terreur là, constante où personne savait Ok. qui était avec qui. Puis Puis là, votre famille vivait ça comment, là, exactement? Là? ben, moi, de ma famille, on avait beaucoup de membres de la famille qui travaillent pour l'État. On a une famille de fonctionnaires. Tu sais, ma mère était prof, elle est toujours d'ailleurs. Mon père travaillait pour une compagnie aérienne. Puis ses frères sont policiers. Il y a beaucoup de policiers dans la famille. Donc Ouais. déjà là, on était une famille qui était assez ciblée. Oui. Puis ma mère, je pense, pardon, le premier épisode, c'est ma mère quand ils sont rentrés dans. Ma mère m'a raconté qu'ils sont rentrés dans son école. Elle enseignait le français. Ils sont rentrés, les terroristes sont rentrés, puis ils ont dit, ils sont rentrés avec les armes, puis ils ont dit, ben, vous arrêtez tout ça. Maintenant, c'est que l'arabe, c'est le Coran. On veut pas de français, d'anglais, de sciences, tout ça. Vous arrêtez tout ça. Fait que là, ma mère a dû arrêter de travailler parce qu'elle avait peur d'aller au travail. Donc après ça a été des membres de la famille de mon père qui étaient menacés parce que c'était des policiers. Fait que là, il fallait qu'ils s'isolent. C'est rendu que les policiers se cachaient. Il n'y avait plus personne pour protéger la population parce que les policiers s'enfermaient dans leur station de police puis ils sortaient plus. Là, ouais, c'est de la Puis- terreur, comme tu dis. Là, tu peux plus compter sur aucune aide. Non. Puis l'événement, je pense qu'il a été... Parce qu'on a fait une demande. En Algérie, quand tu veux quitter le pays, il faut que tu fasses une demande, puis ça peut prendre plusieurs années. Puis nous, on avait fait déjà une demande, on était en train d'attendre pour avoir la confirmation qu'on pouvait quitter le pays. Puis il y a eu un événement, là, j'en parle un peu dans le livre Tombé en humour. Là. Ouais. Je raconte l'anecdote. Là. Puis c'est une bombe qui a explosé. On habitait dans un village, un peu comme tu dirais Rawdon, pas très loin de la ville, mais... Puis il y a eu une attaque ratée. En fait, les rebelles
les milices ont mis une bombe sur l'autoroute pour que le convoi de l'armée passe puis pète. Sauf que la bombe a explosé trop tôt. Puis ça a créé une bataille à l'intérieur du village. Donc un peu à la Call of Duty, là, où les gens se promenaient. Fait que tous les gens étaient cachés. On entendait des coups de feu pendant toute la nuit. Les gens tiraient, les vitres pétaient. En fait, la bombe a fait péter toutes les vitres quasiment. Ouais. L'onde de choc a démoli les vitres. Et étais-tu dans l'ombre? Ouais, nous, on dormait. Là, il devait être, je pense, ça a éclaté. Il devait être début de nuit, genre 1h, 2h du matin. Donc toi, t'étais là. Ouais. Okay. Moi, j'étais là. C'est un des rares souvenirs que j'ai de mon... T'avais quel âge? Je devais avoir... C'était 3 ans et quelques. Wow. Quand ça a blowé. Ça a blowé. Ça nous a réveillés. Ça s'est passé très vite. Là. Ma mère est venue. Je me rappelle que moi, j'étais encore dans le lit. Je comprenais pas ce qui se passait. Ma mère est venue, elle nous a pognés. Il y avait mon frère, ma soeur, moi. On est allés dans le corridor d'appartement parce que les murs sont en béton. Fait que c'est l'endroit où il y a le moins de chances que les balles passent. Ouais. Donc on s'est mis là, puis ma mère essayait de comprendre. Je me rappelle elle criait par la fenêtre avec les autres familles. De renseignements, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils sont pas tout de suite rentrés. Une fois que la bombe a pété, il y a eu comme une espèce de moment, un petit délai de calme, ouais. Puis là, tout le monde se demandait qu'est-ce qui s'était passé. Puis là, les coups de feu ont commencé. Tout le monde s'est caché. Puis là, on pouvait rien faire, en fait. On attendait, puis on entendait les balles frapper, puis ça tirait de partout. Puis c'est resté comme ça toute la nuit, puis... mon frère, on était là dans le corridor, puis ma mère, je me rappelle qu'elle nous faisait chanter des tunes, puis elle essayait de nous calmer. Ouais, tu m'avais conté ça, m'amener à chanter des berceuses. Ouais, des berceuses, puis tout. Moi j'en ai un bon souvenir. C'était vraiment un bon souvenir, je trouve, parce que tu te lèves en plein milieu de la nuit pour chanter dans le corridor. Tous les enfants veulent ça. T'avais pas... non, j'avais pas. C'est après qu'on me l'a dit que j'ai compris c'était quoi qui se passait. Mais sur le coup, moi, j'étais juste comme... Nice! Donc, elle a réussi à masquer un peu cette conscience-là de danger pour te mettre dans un monde sécurisant. Elle a réussi ça. Ouais. Mon frère et ma soeur sont plus vieux que moi, fait que je pense qu'ils comprenaient ce qui se passait. Vous étiez 3 enfants plus tes 2 parents? Non, mon père était pas là. Mon père était en voyage d'affaires en Tunisie. OK. Il est arrivé le lendemain. D'ailleurs, même lui, quand il me raconte quand il est arrivé, il a paniqué, là, parce que lui, il savait pas ce qui se passait. Ben oui. Il est arrivé le lendemain à l'aéroport, il est rentré dans un taxi, puis il a dit « Je veux aller à telle place, qui est le nom de notre village. » Puis le taxi a dit « Non, moi je veux pas là-bas, c'est trop dangereux. » Puis il a fait « Quoi? » C'est parce que ma famille est là-bas. Il n'y a aucun taxi qui voulait l'amener. C'est un gars qui l'a entendu, qui a fait « Moi, je m'en vais là, embarque avec moi. » Ils sont allés, puis l'armée a tué tous les rebelles. Ils ont réussi à les avoir. Puis après, ils rentraient. L'armée, tu penses que c'est les sauveurs? Là? Non, ils rentraient dans la maison et ils agressaient tout le monde. Parce que c'est qui? Parce que les gens qui ont fait l'attentat, c'est des gens du village, là, ou des villages avoisinants. Fait que là, c'est qui? Avec, ils savent pas, ils vont-tu manger une balle? On sait pas, on sait rien. Là. C'est-tu les vrais soldats aussi? Ouais, là, c'était... Non, c'est ça, la confiance est à zéro. Fait que c'est ça, là, on a quitté cette région-là, puis après, peu après... Je pense que ça a été rajouté au dossier, j'imagine, je sais pas. Mais on a eu notre visa pour partir de là-bas. T'as pas de séquelles de ça, je veux dire... quand quelque chose pète de fort, tu fais-tu holy shit? Ouais, je sais pas si c'est lié à ça, mais par exemple, quand il y a un son, quelqu'un qui klaxonne dans la rue ou un son strident ou quelque chose, ça me fait sursauter, là. Tu sais, il y a le spectacle à la ronde, là. Ouais. Il y a un show à la ronde où on joue juste avant les feux d'artifice, puis on voit toujours une... Un marron d'air? Ouais, un marron d'air, je sais pas comment ils appellent ça, juste pour un test, en fait. Juste pour annoncer que dans une demi-heure, les feux d'artifice arrivent. Je pense que la dernière fois, il m'avait prévenu qu'il allait avoir ça, mais je faisais mon show, puis ça a éclaté. J'ai littéralement fait une crise cardiaque. Ça m'a... Je me suis penché. J'ai eu le réflexe de me pencher. Pendant ton show. Pour faire comme shit. Là, tout le monde riait, puis j'étais comme... Ouais, okay. Puis après, j'ai eu de la difficulté à revenir. Là, j'étais comme... Ouf. Ben moi, j'ai même pas vécu le 1% que j'ai... Puis j'ai fait la même chose. Ouais. Et j'ai fait une crise cardiaque. Ben, pas tant, mais ça se met... Toi, t'as été ah ouais, ça m'a... C'est allé chercher... C'est allé loin, là. OK, fait que c'est ça. Fait que là, toi, dans le fond, tu viens quand même je veux dire, non seulement une région du monde, mais un timing, là, où quand même des faits historiques marquants, violents, se sont passés. Mm-hmm. Puis,
il est comme arrivé quand même, ce que je comprends, un bon timing, dans le sens que vous aviez déjà fait votre demande. Ouais. Hein? Parce que, comme tu dis, ça prend plusieurs années. Ouais. Elle roulait déjà un peu, cette Ouais. demande-là. Vous l'attendiez. Ouais. Et là, tu dis que votre statut a changé. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Non, je pense pas que le statut a changé. Ça veut dire pour venir ici? Oui, c'est ça. Non, je pense que soit... Je sais pas si, par exemple, mes parents en ont parlé ou qu'il y avait plus de danger, parce qu'on n'est pas rentré au Canada comme réfugiés politiques. OK. On est venu vraiment comme demandeurs... Immigrants. That's it. Ouais. Okay. Parce après nous, il y en a qui sont arrivés comme, en tant que réfugiés politiques. Parce que c'est dur d'arriver comme réfugié politique quand il y a quelques cas isolés et tout, que c'est pas vraiment une guerre civile. Souvent, ils sont toujours contre trop tard. Ouais. Fait que là, à un moment donné, le Canada a compris qu'il se passait des affaires. Puis là, il a commencé à faire rentrer beaucoup de familles algériennes. OK. Ici, je pense qu'il y avait déjà beaucoup de Marocains qui étaient établis, mais pas beaucoup d'Algériens au Québec. Puis là, si tu demandes, si tu rencontres des Algériens à Montréal, 90% du temps, ils sont arrivés entre 90 et 2000. Pas avant, pas après. Je me souviens que dans ces eaux-là, il y a eu beaucoup d'Algériens qui étaient arrivés à mon école primaire. C'était la période. C'est sûr qu'il y en a d'autres, là, à d'autres périodes de temps, mais la majorité sont arrivés là. Fait que ça a été. Puis là, on est arrivé directement à Montréal. Puis toute la famille, vous avez tous ensemble immigré. Oui. Ça n'a pas été par. Tu sais, des fois séparément. Des fois, il y en a qu'il y a un parent qui va là où il chippe les enfants. Non, puis après, nous, on a eu la chance d'y aller les 5 unis. Ouais. OK, ça change bien des choses. Hein, ça. Ouais. OK. Je pense pas que mes parents auraient accepté si on devait être divisés. OK. Puis, je sais pas, peut-être mon père, peut-être parce qu'il travaille pour une compagnie aérienne, ça a été plus simple, peut-être qu'il y avait des bons contacts. Ah, tu penses? OK, oui, c'est vrai. Je sais pas, les pays comme ça, les pays du Maghreb, tout est très... ta richesse principale, c'est tes contacts. Oui. Tout est... Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, c'est comme ça que ça fonctionne beaucoup. Ouais. Plus qu'avec de l'argent, là, c'est plus je t'en dois une, tu m'en dois une. Ouais. Je sais pas ça a été quoi les circonstances qu'on est venu, mais c'était pas mal ça. Mais je comprends pas, c'est qu'une famille, il y a comme, mettons, 2 enfants sur toi qui peuvent venir avec la mère, puis après, il y a une deuxième vague. Ça dépend des autorisations, ça dépend des lois, des politiques. Je connais rien de ça, moi. C'est vraiment l'enfer, là. Je veux dire, c'est beaucoup de paperasse. C'est un acte de courage, là, l'immigration, là. La papeterie, le paperwork là-dedans, ça doit être... C'est terrible comment c'est compliqué. Puis c'est du back and forth. Tu l'envoies, il t'envoie un autre formulaire. Tu sais, imagine la bureaucratie à distance. À une époque où l'informatique n'était pas très développée, c'était à coup de timbre, puis dans une grosse enveloppe, puis Puis il manque une petite affaire, tu rechipes ça repousse de 6 mois. 2 semaines, 7 jours ouvrables, t'attends. Qui ont des clauses. Tu sais, j'ai changé le nom d'Yannick Damartino sur le billet d'avion. Il a été 3 heures au téléphone. Non, mais là, c'est ça, en 2018, là. Fait que, tu sais. OK, fait que là, comment ça s'est passé, votre atterrissage ou vos débuts ici, là? Comment que ça s'est fait? C'était dur, c'était très dur. Les débuts, je pense que c'était beaucoup plus dur pour mes parents que pour nous, là, parce que je pense que ça a été quand même dur aussi pour nous. C'est vraiment un autre monde. Moi, j'étais plus jeune, fait que j'étais plus comme une éponge, là, j'absorbais plus rapidement. Pour mon frère et ma soeur qui étaient, je pense qu'ils devaient avoir 11 ou 12 ans. OK, il y a quand même une grosse marge. Il y a une grosse, on a 8 ans, à peu près de différence. Fait qu'eux, ici, ils arrivaient début d'adolescence, là, qui est quand même une période très importante pour ton identité, puis ils arrivent dans un autre univers, une autre langue. On parlait français, parce que l'Algérie, ça reste quand même un pays où, je pense, la deuxième langue, c'est le français. Moi, je le parlais pas. Eux, ils parlaient un peu, puis comme ma mère est prof de français, ça aide. Mais au début, c'est dur. Trouver du logement rapidement, parce que quel propriétaire veut prendre une famille de 5 qui viennent d'un pays en guerre que genre ils n'ont pas encore de travail, ils n'ont pas de... Non, c'est tough, là. Juste t'es étudiant, tu fais comme, c'est quoi ta job? Je sais pas, tu sais, c'est comme, c'est juste ça, t'as pas de track record, rien. T'as pas d'assurance sociale. C'est dur, là, surtout dans un pays où est-ce que, comme tu dis, le réseau social, ça compte pour beaucoup. Ici, là, tu pars à zéro, là. Est-ce que vous aviez de l'argent quand vous êtes arrivé ici? On en avait un peu, mais on n'est pas... C'était pas... Ça coûte cher aussi, le déménagement en tant que tel coûte cher. Ça coûte juste le move. Le move coûte très cher. Je pense, on avait... puis on est perdant aussi au change. Très perdant. Je pense, 70 dinars, c'est $1. Il faut 70. Fait qu'on est arrivé, je pense qu'on était vraiment sur le seuil de pauvreté. Là, genre
vraiment pas classe moyenne, classe pauvre. Ouais. Une coupe de mille dans les poches. Une coupe de mille dans les poches, puis c'est ça. Heureusement, évidemment, qui engage des immigrants? C'est des immigrants. Ouais. Puis c'est des immigrants qui nous ont reçus aussi. Quand on est arrivé, on vivait dans une... Je me rappelle, pendant une semaine ou deux, on était 2 familles dans le même appartement. OK. On était dans un 4,5. C'était des amis qui vous ont accueillis? Ouais, ils nous ont accueillis dans leur appartement. Okay, Eux, ça faisait pas longtemps qu'ils étaient là, je pense, non plus. OK, c'est pas pire. Au moins, quand tu t'as au moins une personne qui est un petit peu installée. Ouais. OK. Qui a pu aider un peu, rediriger. Ouais. Fait qu'on vivait genre à 10 dans un 4,5. Ouais. Puis après, mon père a trouvé justement, c'est allé voir, parce qu'il justement il cherchait des appartements, et personne ne voulait lui donner. Finalement, il a trouvé un Italien qui lui a dit, regarde, c'est tel montant, tu me donnes 3 mois cash, puis c'est réglé, t'habites là. Puis on a pogné cet appartement-là qui était, je me rappelle, sur la rue, pas loin de Chabanel, sur la rue Tolhurst. OK. À Laval? Non, ici à Montréal. Chabanel, oui. c'est ça? Chabanel, c'est le quartier manufacturier. Ouais. Puis c'était... là, maintenant, c'est rendu un peu mieux. Il y a des restos et tout, mais c'était vraiment manufacture. C'est que des buildings avec des... Ouais, c'était encore un peu No Man's Land. D'où la ville là, puis je suis arrivé là, je savais même pas que ça existait, ce coin-là. C'est comme... Ouais, c'est pas super hospitalier ou, tu sais... tu te sens pas réconforté dans ton cœur quand t'arrives là. Puis vous aviez pas de voiture? Non, on n'avait pas de voiture. C'est ça, fait que le transport. C'est tous des enjeux, là, que... Après ça, ils reconnaissent pas... Mon père là, on rentre dans la paperasserie de reconnaissance d'acquis de diplôme. Ma mère, ils n'ont pas reconnu son diplôme parce que visiblement le français n'est pas partout pareil. T'sais. Fait qu'ils n'ont pas permis d'enseigner tout de suite. Fait qu'elle a dû refaire une partie de ses études à l'université. Elle est allée à l'UQAM. OK. Fait que c'est quand même dur quand t'as 3 enfants, pas d'argent, il faut que t'ailles étudier. Là. Ouais. Puis mon père a livré de la pizza pour Pizza de Nini. Ah oui. Pendant 1 an, je pense. 1 ou 2 ans. Pendant qu'elle refaisait ses études. Juste c'était ça le deal, là. Finis tes études. Ouais. Puis après, moi, je vais retourner aux études. Puis ton père, il est directeur, c'est ça? Maintenant, il travaille. Là, il fait plus sa formation maintenant. Ça fait une couple d'années, je pense. Parce qu'il s'en allait sur sa retraite. Là. Maintenant, il travaille dans le milieu scolaire. OK. Comme ma mère. OK. Puis, quel souvenir t'as un peu là, de ton enfance là, au Québec? Là? J'ai eu une belle enfance, je pense. Je sais pas si... Je me rappelle que apprendre le français, ça a été la première étape. Ouais. Je trouve que ça a été un beau contact avec le Québec parce que le premier contact, c'était pas avec les Québécois. C'était avec d'autres cultures. Apprendre le français, t'es pas dans une classe où il y a d'autres Québécois. Ah. C'est juste des Pakistanais, des Sri Lankais, des... Ouais. Des gens qui partagent un petit peu ce que vous vivez. On vient tous d'arriver. Ouais. Fait que c'est comme ça, ils font, OK, vous avez transition à apprendre le français. Fait qu'on dirait que j'ai découvert d'autres cultures avant même d'apprendre la culture québécoise. T'sais. Je me rappelle, mes 2 meilleurs amis, c'était un gars de la République dominicaine, puis un Sri Lankais, Rudy? Rudy, ouais. Puis on comprenait pas ce qu'on dit. On n'avait pas la même langue, mais on avait le même background. Fait qu'on dirait qu'on... Ouais. Ça fonctionnait. Donc, ouais. Il y avait une co-identification à un moment donné de dire les mots c'est une affaire, là, mais on sent que oui. Garde ce que tu vas dire là. Ah oui, on est rendu une petite pause. Rudy. Pas ça. Donc, Rudy. Ouais, Rudy, mon ami. Vous compreniez dans votre situation un petit peu. Ouais, puis on se rendait compte aussi qu'on était différents, si on veut, parce que l'école, ça reste... 80% de l'école, c'est des jeunes Québécois de souche, si on peut dire. Ouais. Puis il y avait la classe, on appelle les classes accueil. OK. Que, tu sais, on était comme un peu toujours à part à la récréation. On pouvait pas communiquer avec les autres, mais on pouvait au moins communiquer entre nous, là, se dire qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui dans la journée, puis répéter les mots qu'on a appris. Ouais. Donc, on était toujours dans notre coin de la récréation, on se mélangeait pas beaucoup. Ça, je trouve que c'est une erreur de la part du système scolaire, là, d'isoler un peu. Je pense peut-être que ça a changé, je sais pas. Mais côté intégration, ça a été plus difficile. Là. OK. Justement parce que j'étais juste avec d'autres ethnies. Ouais. Puis on était juste entre nous. Puis là, à la maison, t'es avec ta famille. Ouais. Fait que là, ça te laisse plus beaucoup d'endroits où il a fallu que c'est venu plus tard. Là. C'est venu une fois que j'ai appris le français, que j'ai appris très vite d'ailleurs, parce que je sais pas s'il y avait une espèce de mécanisme d'urgence. Mais je pense que j'ai jamais appris une langue aussi rapidement.
Puis après, première année, deuxième année, encore là, beaucoup de différences. Ça joue beaucoup là-dessus. Tu sais, pourquoi tu manges pas de porc, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. C'est pas comme ça qu'on dit ce mot-là. T'as tout le temps l'impression d'être... Est-ce que c'était méchamment? C'était-tu non, méchant? pas du tout, je pense pas. Que les Québécois étaient... Je pense pas que les gens voulaient être méchants. Je pense que c'est normal aussi, quand il y a un corps inconnu, de pas le laisser rentrer directement. Il faut toujours que tu l'analyses, puis que tu comprennes. Mais t'étais pas boulié? Non, je pense pas avoir été boulié, non. J'ai pas de souvenir de ça. Là. Peut-être il y a eu place à quelques moqueries de temps en temps, mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est du Rien bully. de traumatique versus surtout d'où tu viens. Ouais, c'est ça. Je veux dire, le bully. quand t'as chillé avec des rebelles puis des ouais, AK-47, c'est ça. C'est ça. Ah ah, tu manges pas de porc, c'est assez... C'est soft, on est dans le soft. Sans la pisse. Mais moi, j'allais à l'école publique, puis il y a beaucoup d'immigrants. Puis ce qui, justement, nous avait vraiment, genre, homogénéisé, si je peux me le permettre, c'était le sport. Ouais. Tu sais, viens-t'en Yanis. Ouais, bien joué, ouais. Puis il était fucking bon, ouais. Donc, c'est notre chum. Ouais, c'est vrai que le sport, ça aide beaucoup pour rassembler les gens. Je pense que ça a été ça aussi après. Là. Moi, c'était le sport. J'ai fait beaucoup de sport plus jeune. Puis, ouais? Ouais. J'ai beaucoup fait ça, puis... Mais étonnamment, moi j'ai fait du soccer, fait que 90% de l'équipe, c'était des ethnies aussi. Mais c'était comme... on avait l'impression que c'était l'inverse. Que là, finalement, c'était les Québécois de souche qui étaient la minorité visible. Puis que là, le monde était inversé. Puis on voulait comme leur faire vivre ce que nous, on avait vécu. Ouais. Tu vois que ici, t'es pas en terre conquise. Mais parce que nous, on a compris que le soccer, c'était vraiment pas un sport le fun. Ouais, c'est ça. On connaît les vrais sports comme le hockey. Nous, on voit ça comme une méthode d'intégration, pas un sport. C'est pour ça qu'on l'a pas lâché. C'est ça. Laissez-nous le ballon. Ouais. Fait que là, le primaire, est-ce que ça s'est bien déroulé? C'était-tu parce que le côté académique, les études, un petit peu, les matières non, et tout ça? Une fois que j'ai compris la langue, ça s'est super bien passé. Okay. Je me rappelle avoir eu un primaire assez... des très bonnes notes. Okay. Puis il y a ça aussi où... Peut-être c'est arrivé plus tard, mais on dirait qu'inconsciemment, je savais qu'il fallait que... Ouh là là! Oui, ben c'est ça fait un petit peu... Non mais c'est bon, il y a une fan ça fait du bien, ouais, c'est ça. Il a senti que t'avais chaud. Ouais. Mais je pense qu'inconsciemment, il faut que tu réussisses. Il y a comme une partie de toi qui dit hey, il faut que ça aille bien, tu sais, parce que ça a été difficile d'arriver jusque-là. Fait que tu peux pas fail. Ben, ça, tu vois, je vais aborder plus spécifiquement selon ton point de vue, parce que j'entends toutes sortes de choses, mais j'aimerais ça avoir ton point de vue là-dessus. J'entends beaucoup la pression des enfants d'immigrants de dire c'est pas vrai que toute ma famille puis tous mes parents se sont fendus en quatre. La pression de performance qu'ils ont puis le succès que certains enfants immigrants y ont est beaucoup fuelé sur nous autres on vient réussir quelque chose. Comment ça a été vécu ça, l'espèce de développement de où ta vie s'en va toi? Parce que là, évidemment, oui, t'es humoriste, mais c'est comme, tu vois, là, le lien entre ça, là, comment ça a joué pour toi, là? Déjà, jamais la pression est venue des parents. Ouais. C'est toujours une pression que tu t'auto-infliges. Parce que les parents ne disent pas comme hey, ça a été difficile, il faut que tu performes. Pas de pression. Je sais pas pourquoi mes parents ont un accent italien, mais non, j'ai jamais mis de pression. Je pense que comme n'importe quel parent, ils voulaient qu'on réussisse. Ouais. Mais après ça, c'est nous qui se sont imposé cette pression-là. Puis après, c'était... En fait, dès que tu fais quelque chose de bien, tu te dis que c'est la chose. Tu t'attaches à ça. C'est moi, comme par exemple, j'ai commencé justement à... J'étais bon à l'école, primaire, secondaire, tout. Au début, j'étais super bon. Ouais. Moi, dans ma tête, c'est comme, il faut que je devienne avocat ou médecin. OK. Je me disais, c'est ça que mes parents aimeraient. Ouais. Je pense qu'ils me l'ont même jamais dit, on veut que tu sois avocat ou médecin. Ouais. Ils m'ont juste dit, hey, des bonnes notes. Puis... Okay. Puis après ça, j'ai commencé à faire du soccer, puis j'étais bon au soccer. Je me dis, OK, je vais devenir un grand joueur de soccer. Ça, ils m'ont aimé ça. OK. Il faut vite que je réussisse dans quelque chose pour leur prouver qu'ils n'ont pas fait tout ça pour rien. T'sais. C'est ça venait pas directement de tes parents. Non. Mais c'est comme, ben là, je vais faire quelque chose. Ouais. Puis plus tu vieillis, plus tu comprends le sacrifice qu'ils ont fait. Quand t'es jeune, tu t'en rends pas compte. Là, tu sais pas, toi, t'as voyagé. Là. Ouais. Mais après, quand tu vieillis, puis tu te rends compte à quel point c'est difficile d'établir un système, d'être confortable, d'avoir les pieds ancrés dans le sol, tu te rends compte qu'eux, ils ont tout
chier ça pour leurs enfants, pour l'avenir de leurs enfants, parce que eux, leur avenir, leur carrière était faite. Tu sais. Ouais. Puis tu te dis, ah mon Dieu. Puis plus tu vieillis, plus c'est dur à porter. Parce que et que tu veux honorer ça aussi. Tu veux honorer ça, oui, c'est très important. Mais c'est ça, hein, est-ce que tu serais, puis c'est peut-être un cliché, mais est-ce que tu as remarqué ça aussi, que des fois, il y a une tendance chez les enfants d'immigrants qui veulent vraiment réussir, tout de suite, ils visent sur certaines professions. Oui. Mais pharmacien, médecin, avocat, tout ça. Oui. Tu l'as-tu remarqué toi aussi? Oui. Surtout, l'école que j'ai fréquentée, c'était une école quand même assez multiethnique. Et la majorité de mes amis sont rendus avocats, médecins... Pharmacien? T'as pas pharmacien? Ouais. Ah non, c'est aussi Rabi. C'est toi qui as un ami pharmacien? On a tous un ami pharmacien. On a tous un ami pharmacien. Ouais, j'aimerais savoir un ami pharmacien. Sauf ceux qui en ont vraiment besoin. Ouais. Mais ouais, tu vois que c'est ces métiers-là. Mais je pense que c'est aussi parce que c'est inconnu un peu les autres métiers. Si mes parents avaient su que, par exemple, humoriste, c'était un métier qui pouvait être très payant, très valorisant, puis très honorable. Ouais. Quand je leur ai dit je veux devenir humoriste, ils auraient réagi différemment. On dirait que inconsciemment, quand tu penses à réussite, les premiers métiers qui viennent, c'est les métiers peut-être plus libéraux, genre médecin, avocat, comptable, ces trucs-là. Ouais. Mais je pense que c'est parce qu'on comprend pas. C'est archaïque comme manière de penser, parce que c'est... Alors qu'aujourd'hui, tu uploads des vidéos de musique sur YouTube, tu peux faire 1 million par mois. Là. Fait que c'était juste parce qu'on... C'était un peu de l'incompréhension par rapport au travail. Fait que... Mais ils ont réagi comment quand tu leur as dit je m'en vais à l'école de l'humour? Mais peut-être avant ça, c'est comment l'humour a pris de la place, là. Ouais. Avant d'avoir ce punch-là, si tu permets, comment c'est arrivé, ça, l'idée de faire ce que tu fais là? C'est venu tard, l'idée de faire ce que je fais là. Je pense que ça s'est fait graduellement, naturellement, ou... peut-être parce que moi, je suis le plus jeune d'une famille, puis mon grand frère et ma grande sœur, ils étaient là, c'était des bons frères et sœurs, mais ils étaient plus vieux, ils n'étaient pas au même stade. On n'avait pas trop de choses à se dire, à part les commodités de la vie. Ouais. Je pouvais pas m'asseoir avec mon frère puis discuter avec lui. Lui était en pleine adolescence, moi j'étais encore un enfant. Ouais. On n'a rien à se dire. Je pense que le seul moment où on arrivait à communiquer, à rentrer ensemble, c'est quand je les faisais rire. À la maison, je faisais le clown, puis mon frère riait, ma soeur riait. Fait qu'il y avait ce contact-là où eux, ils me faisaient rire, puis j'étais comme, ok, là, c'est le moment où on est frères et sœurs un peu. Ouais. J'ai fait comme, ok, ça marche, c'est le fun. Quand t'es drôle, les gens ont tendance à... Ça crée du lien. Puis surtout, à l'école, c'était ça, tu sais. Quand j'ai compris que je pouvais être drôle, les gens venaient. Tu sais, il n'y avait plus ce mur de différence-là, genre, il est pas comme nous. Il mange pas les mêmes affaires que nous. Ce qu'il y a dans sa boîte à lunch, ça sent bizarre. Versus, ok, il est drôle. Ouais. Un peu comme toi, tu disais le sport. Là. Il fait rire les gens, automatiquement, les gens t'apprécient. Puis j'étais comme, ok, je vais... C'est puissant. C'est puissant, cette affaire-là. Puis même les profs m'aimaient beaucoup parce que je faisais rire. Puis plus ça avançait, puis à un moment donné, j'ai catché que j'avais une facilité à faire rire les gens. Puis au primaire, ça? Ou non, secondaire. Secondaire, plus ça. Okay. Secondaire 2, à peu près, 2, 3. J'ai commencé à faire de l'improvisation. Par hasard. Okay. Je tombais là-dessus. C'était mon père qui était en retard pour venir me chercher après l'école. Puis j'ai une amie qui me dit, viens, on va aller faire de l'impro. Je suis comme, c'est quoi ça? On est allé dans un local. C'est pas cette affaire-là. Un Québécois? Des chandails de hockey. Ouf, déjà là, j'étais j'étais sceptique, moi qui est zéro un fan de hockey. Puis j'ai commencé à faire de l'impro. Puis là, rapidement, j'ai vu que le coach était comme, waouh, il y a quelque chose, ce petit gars-là. Puis là, lui, il m'a pas lâché. Lui, il m'a dit, là, tu vas revenir. Hein? Je veux que tu reviennes. J'étais comme, ouais, je sais pas, je vais voir. Non, tu reviens. Demain, même heure, je veux que tu viennes. Fait que là, je suis retourné, puis j'ai commencé à triper. Quand tu dis, là, il a vu quelque chose, il y a quelque chose, comment tu décrirais le quelque chose qui est toi dans cette impro-là? Ou ça a été quoi? Mettre le doigt sur quoi? C'est quoi le quelque chose? Selon toi, il a vu que j'avais compris très rapidement le principe, la mécanique du rire, de comment faire rire. Okay. En secondaire 2, faire des blagues, puis pas juste comme glisser, puis faire comme si t'étais con, ou faire des sons de pète. Il a vu que j'étais capable de prendre une information, de la modifier, puis de la sortir de manière à obtenir du rire. Ouais. Puis il
il a peut-être vu que j'aimais ça, tu sais. Peut-être moi, je le savais pas encore, mais lui, il a vu que je tripais. Ouais. Il m'a vu triper, là, cette journée-là, puis que j'en redemandais, là, j'en voulais. Là. Je me rappelle, je me faisais faire un atelier, puis tu pouvais passer une fois ou autant de fois que tu voulais. Je pense que j'étais allé 30 fois, là. J'y retournais. Puis je pense que lui, il avait une équipe de marde aussi, puis il avait besoin de bons joueurs. C'est comme les deux rendus service. Ouais. Puis après, j'ai fait de l'impro. L'impro, c'est devenu comme la raison pour laquelle j'allais à l'école, plus qu'autre chose. Ouais, t'étais un esti de bon joueur d'impro aussi. Ouais. C'est là que mes notes ont commencé à chuter. Ok. C'est là que j'ai arrêté de vouloir devenir médecin ou avocat. Ok. Ouais. Ok. Puis là, secondaire 2, début secondaire, c'est-tu là que tu t'es dit, bon, peut-être de la scène ou comment que ça s'est concrétisé, les perspectives? Au début, je pensais pas en faire une carrière. Ok. C'était plus un hobby, un passe-temps, l'impro. Ouais. Le milieu académique était encore... Surtout, moi, j'étais allé dans une école privée. OK. Où le rendement puis la performance sont très importants. C'était classé meilleure école de Montréal. Puis ils voulaient rester la meilleure école de Montréal. Fait qu'ils nous poussaient académiquement à se dépasser puis tout. Puis c'est là que mon avenir est devenu flou. Je savais plus, là, à un moment donné, je disais à mon père que je voulais être diplomate, puis OK, puis après ça, je dis non, je veux faire de la business, puis je savais plus trop où est-ce que je m'en allais. Puis dans ce genre d'établissement-là, ils te mettent beaucoup de pression, là, souvent au secondaire 4, t'as des choix à faire qui vont déterminer le restant de ta vie, ce que je trouve absurde de faire aussi jeune. Tu sais, est-ce que tu vas aller en 4,36 ou en 4,26? Ce que ça fait, c'est que si tu prends cette voie-là, ça te ferme toutes ces portes-là. Secondaire 5, est-ce que tu t'en vas en sciences ou tu t'en vas en art? Tu sais, c'est des grosses décisions, là. Ouais. Fait que là pour elle, j'ai commencé à avoir peur, là. J'étais comme, qu'est-ce que je vais faire, tu sais? Puis c'est une double panique, parce qu'après, je pense à mes parents, tu sais, je suis comme, crotte, je pensais plus à eux qu'à moi. J'étais comme, là, c'est plus qu'est-ce que je vais faire dans la vie, c'est, oh mon Dieu, comment je vais les rendre fiers? C'est quoi ma méthode? Puis là, je suis arrivé au cégep, puis là, ça a été vraiment la chute, là. Cégep, ça marchait pas, j'étais pas concentré, j'allais pas à mes cours. Mais c'est pas ça justement la devise d'un cégep? Ouais, c'est ça. Moi, en tout cas, je pouvais enlever cette phase-là du système scolaire. Là. Ça n'a fait que renforcer une vision négative du scolaire puis de l'académique. Puis, j'ai étudié en cinéma et communication. Je voulais faire de la radio, de la télé, du cinéma, et ça m'a... Je voulais plus faire de radio, On nous apprenait tous les revers des médailles dans les domaines qu'on étudiait. En tout cas, je pense que c'est une bonne chose qu'ils nous l'a appris, mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment downé. Mais ça t'a downé, c'est parce que le cégep, c'était plus slack que ton école privée, justement? Ouais, ben c'est sûr que quand tu passes d'un milieu hyper strict, encadré, à... Viens au cours de sa tante. Il y a du weed là-bas. Il n'y a pas de cégep privé? Il y a des cégeps privés, oui. Souvent, la majorité des étudiants qui partent du système privé au secondaire vont dans des cégeps privés, genre Brébeuf ou... Brébeuf, c'est pas privé, mais c'est un peu plus... Genre André Grasset ou... Tu sais, c'est des cégeps... Toutes mes amis sont allés là, il y a ça aussi. J'ai perdu comme toutes mes amis. Je me suis retrouvé, j'ai dû recréer un autre environnement dans cégep. Puis la seule chose, heureusement, qu'il y avait, c'était l'impro. L'impro qui a sauvé mon cégep. Que je faisais, t'as continué ça. Fait que t'as jamais lâché ça. J'ai jamais lâché même cégep. Non. Okay. Puis c'est devenu beaucoup plus important au cégep. C'est une grosse ligue. C'est une grosse micro-société où les membres sont très... sont très actifs, là, la game de l'impro. Là, tu peux devenir une star. Là. Okay. Tu deviens une star locale. Ouais, ça, c'était devenu comme... il y a des gens qui me respectaient parce que j'étais bon en impro. Fait que là, le niveau humour, spectacle a pris un autre sens. Puis là, tu rencontres des gens dans la trentaine, dans la quarantaine qui forment des jeunes. Fait que là, tu dis, attends, ils forment des jeunes, t'es payé pour faire ça? Ouais. OK, fait qu'il y a peut-être moyen d'en vivre. Et peut-être, OK, ça commençait à débloquer. Là, je voyais des opportunités de pouvoir faire ça professionnellement. Fait que j'ai toutes mis mes œufs dans le même panier, puis c'était l'impro. C'est ça, t'appelais pas ça humour, là, parce que ce que je comprends, c'est que t'appelais ça impro. C'était encore de l'impro, là. Moi, je voulais gagner ma vie en faisant de l'impro.
en allant former des jeunes. OK. Puis, fait que là, après, tes parents savaient-tu ça? Que c'est ça que tu voulais faire de l'impro? Non, mais non. Ils savaient pas. OK. Mais moi, j'ai une question. Pourquoi t'as pas été au cégep, au privé, étant donné que t'avais été au privé? Si justement, tu savais que Momo avait une super bonne équipe d'impro, et c'est là que t'as fait, là, je m'en vais all-in. Ouais, de un, parce que je savais que l'équipe d'impro était bonne à Momo, puis de deux, parce que j'étais rendu à Laval, puis que le cégep était plus proche. OK. C'est les deux... Puis je voyais bien que... Je pense que j'avais atteint ma capacité maximale. Tu sais, mes parents ont dépensé beaucoup d'argent pour le privé. Fait que là, j'étais comme, je vais pas leur faire dépenser encore pour m'envoyer dans... Tu sais, je voyais que... Fait que ça leur dérangeait pas, toi, que tu sois pas au privé. Moi, ils m'auraient envoyé là où je veux. OK. Si je leur avais dit, je veux aller au meilleur cégep, ils m'auraient envoyé là. C'est juste qu'on dirait que je me sentais plus... Je voulais aller au public, tu sais. Puis là... Fait que tu leur as pas dit à tes parents que c'est ça que tu voulais faire ou que tu songeais... Non, ils savaient que j'aimais ça, mais eux, il n'y en était pas question. Là. Pour eux, OK, c'est ça. C'était l'université après, puis... Oui. Tu sais, mes parents m'ont toujours dit... c'est pas important ce que tu fais, l'important c'est que tu sois... Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de sous-métier. Ils m'ont dit, si tu veux devenir concierge, deviens concierge, mais deviens le meilleur concierge au monde. Mm-hmm. Mais tu sais, tant que tu fais bien ton travail puis que t'aimes ça, il y en a pas là de... Mm-hmm. Mais juste fais pas de l'impro, là, je sais pas. Concierge, il n'y a pas de problème. Ouais, mais impro, on dirait qu'ils... Mais c'est parce qu'ils voyaient pas de... Eux, ils pensaient que j'allais devenir un BS qui... En jogging. Qui improvise. Qui improvise, tu sais, ils sont... Parce qu'en plus de l'impro, t'es en jogging. Tu sais, c'est quoi ce job-là? Tu travailles en jogging, puis tu fumes des battes. C'est pas le costume le plus noble, là. Non, c'est pas l'uniforme le plus prestigieux, là, tu sais. OK. Fait que... Puis, quand le cégep a fini, je me suis inscrit... J'avais monté une idée, je voulais aller faire des cours, donner des ateliers d'impro en Algérie. C'est ça mon... Okay. Je dis, je vais retourner là-bas, puis je vais donner des ateliers d'impro, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'impro en Algérie. Je me suis dit, je vais aller partir une ligue là-bas. C'était ça mon projet en tête. Puis je me suis inscrit à l'université en théologie, parce que ça m'intéressait beaucoup, les religions. C'est là j'ai eu aussi sur R4 un gros changement par rapport aux religions. Là, j'ai slacké un peu, si on veut. Parce que moi, j'ai toujours grandi dans une famille musulmane. Oui. Puis vers la fin du secondaire, on dirait que j'étais moins proche de la religion. OK. Comme beaucoup d'enfants, de jeunes, je pense. Ouais. À l'adolescence, à un moment donné, tu remets en question certaines choses, ta foi, entre autres. Puis moi, j'étais très croyant. Ouais. Surtout en secondaire 4. Là, je faisais mes prières le soir. OK. Je mangeais pas de porc. Je faisais le ramadan. La totalité. Là. Okay. Pas les 5, mais presque tous les piliers de l'islam. Puis en secondaire 4, tu vois, ça a commencé à diminuer. À s'estomper. OK. C'est parce que j'ai étudié, c'est quand j'ai commencé à étudier les autres religions. Quand j'ai appris c'était quoi le taoïsme, l'hindouisme, le bouddhisme, le judaïsme, j'ai fait waouh, ce sont de superbes religions. Puis là, j'ai compris que peu importe les règles, la religion avait tous le même objectif. Tu sais. Puis j'étais comme pourquoi elle est meilleure que elle ou elle serait meilleure que elle. Mais une fois que tu comprends c'est quoi que ça fait la religion dans ta tête, t'as plus besoin de. T'en as plus besoin. C'est comme une béquille. Là, ça y est, là, t'as appris à marcher, mais t'en marches. T'as compris quoi viser. Puis ça y est, je sais, j'ai compris ce que ça m'a amené. Je suis content de l'avoir eu dans ma vie. Ouais. Peut-être que ça va revenir, je sais pas. Ouais. Mais à ce moment-là, je me suis dit non. Je vais m'enlever les petites roues sur mon vélo, puis moi y aller. Là, t'es athée? Je me considère comme étant athée, oui. Mais quand là, t'as un petit peu délaissé le côté religieux, là, parce que là, je remarque que ça fait comme un petit clash avec d'où tu viens ou slash avec tes parents. Puis là, plus, là, tu veux t'en aller en impro. C'est comme... Il semble avoir eu à cette période-là des choix qui peut-être clashaient plus avec ton environnement familial. Ouais. Est-ce que tu as senti que c'est comme ça causait quelque chose, l'aspect religieux aussi, que tu voulais délaisser ça? Je l'ai pas dit tout de suite. Ah, okay. C'est un processus qui s'est fait dans ma tête. Là. OK. Mais je continuais à faire comme si de rien n'était. OK. Dans le milieu privé, ouais. Une fois à l'extérieur du milieu familial, je faisais bien ce que je voulais, mais ouais. À la maison, c'était... OK. Fais comme, quand t'es à Rome, fais comme les Romains. Ouais. Et puis je pense qu'il était trop tôt aussi
Puis en même temps, je peux comprendre si ton enfant, en secondaire 4, te dit « Maman, papa, je crois en ça », tu fais « Calme-toi, là. T'as quoi? T'as 16, 17 ans? Ouais. On s'en reparlera quand t'auras 30 ans, là. Ouais. Tu vas me parler de foi, puis de... » Fait que j'avais compris que ça servait à rien que je leur dise. Ils vont juste pas m'écouter. Ils vont faire « Non, t'es jeune, c'est une phase. » Move on. Ouais. Okay. Fait que j'ai gardé ça sous silence, puis je me dis « On va en reparler dans 5 ans. » OK. Puis c'est ça. Fait que moi, c'était ça. Je voulais aller faire de l'impro en Algérie. Ouais. Puis c'est là que j'ai entendu parler de l'École nationale de l'humour. Okay. Entre les branches. Ça a l'air cool, c'est le fun. J'avais des amis qui étaient là. C'est arrivé vraiment vite, là. Je pense en 2 semaines, j'ai comme entendu parler de c'était quoi, puis l'inscription. Je me suis inscrit un peu à reculons. C'est plus les autres qui disent « Mais inscris-toi, t'es drôle. Fais-les. » Ta gang d'impro? Ouais. L'impro, c'est du monde d'impro qui souvent va à l'École nationale de l'humour après. Puis il me disait, Crime, vas-y, essaye-toi. Puis j'étais comme, bof, l'École nationale de l'humour, je sais pas. Ça me tente. Bon. C'était 40$ l'inscription. Que j'ai demandé à mes parents, je leur ai dit que je m'achetais une carte opus. J'ai acheté cette petite carte opus-là, je l'ai mis dans l'inscription. Puis j'ai écrit un numéro. La veille, j'y croyais pas, la veille. T'as jamais fait de stand-up avant l'école de l'humour? Jamais. T'étais jamais monté sur une scène faire des... Oui, j'avais fait beaucoup d'impro. Oui, de l'impro, ouais. Mais t'as jamais fait de stand-up avant jamais. Ton premier vendredi à l'école de l'humour? Le premier stand-up que j'ai fait, c'était l'audition. Wow. Ouais. OK. C'était la première fois. J'avais fait un numéro sur l'alcoolisme. Je sais pas trop pourquoi. Au début, j'avais écrit un numéro où je racontais que mon meilleur ami m'a annoncé qu'il était gay puis comment je réagissais. Puis la veille des auditions, j'ai fait mais j'ai pas d'amis qui m'a annoncé qu'il était gay. Pourquoi j'écris ce numéro-là? Pourquoi je dis ça? Ça n'a pas rapport. Là. Fait que j'ai changé la veille. J'ai fait non, je pense que la veille j'avais bu. Puis là j'ai fait ça pourrait être drôle parler de l'importance de l'alcool chez les jeunes, comment on boit, nos habitudes, puis tout. Puis que ça prend plus de place dans nos vies, puis que ça... En tout cas, j'avais écrit un numéro là-dessus, puis je l'ai présenté, puis finalement, j'ai été pris. Puis là, après ça, même une fois même pris, j'étais content d'être là, dans cette école-là. Je savais qu'il y avait quelques élus qui étaient pris. Mais même là, j'y croyais pas trop. Première année, je prenais pas ça au sérieux, vraiment. Quand tu dis j'y croyais pas, tu croyais pas à quoi? Je croyais pas que j'allais devenir humoriste. Ah, OK. J'étais encore dans mon vibe impro, je faisais encore beaucoup d'impro. J'essayais encore de creuser sur... Tu sais, je peux-tu devenir coach? Je pourrais peut-être partir... être président d'une ligue. Je cherchais encore sur cette... L'école, au début, c'était un peu un hobby, l'école de l'humour. En première session, t'étais un peu genre encore impro. Je pense que c'était juste une manière de garder l'aspect scolaire. De juste pas rien faire, tu sais. Pas juste un drop out. Ouais. Je pense que ça rassurait mes parents que je sois dans un établissement scolaire. Ouais. Mais dans ma tête, c'était juste gagner du temps pour trouver une manière de... Mais est-ce que ça t'allumait de faire du stand-up à première session? Pas plus qu'il faut, j'aimais ça. Mes stand-up ressemblaient étrangement à des impros. C'était tout le temps des impros, en fait. Ce que je faisais, c'est que je jouais le lundi. J'avais joué dans une ligue qui s'appelle la CIA. Puis quand il y a une improvisation que je trouvais le fun, je rentrais chez nous, je l'écrivais, puis je la transformais en numéro d'humour que je présentais au vendredi de l'école. Fait que c'était toujours des gros personnages, des fois des phrases que j'avais repris de... Puis les gens aimaient ça, les profs étaient comme c'est bon aussi, c'est très bon, mais moi j'étais encore ouais c'est bon, merci. C'est en deuxième année que là ça a décliqué vraiment, quand j'ai commencé à jouer dans les bars, puis quand j'ai vu que ce que je faisais, on pouvait sortir de l'école puis que c'était bon. Puis la première fois, tu sais, que tu fais ton show puis que le gars te donne 25$, puis tu fais shit. J'ai parlé sur le stage pendant 5 minutes, puis il me donne 25$. Il y a quelque chose à faire avec ça, tu sais. C'est là que j'ai compris que je pouvais make a living, mais plus de l'impro, mais du stand-up, tu sais. Fait que là, j'ai switché. OK. Puis là, c'est-tu quelque chose que tu as expliqué à tes parents ou que tu as dit officiellement? Tu as dit, OK, bon, garde, je vais faire ça. Là, mais c'est parce que mes parents, je pense, ce qu'ils ont... Ça a été dur pour eux là, d'accepter de l'école, surtout que c'est cher l'école de l'humour, puis qu'il fallait qu'ils le payent. Mais tu sais, j'ai fait plein de trucs dans ma vie. J'ai fait du soccer, j'étais dans la meilleure équipe, dans les meilleurs joueurs. J'ai fait de l'athlétisme pendant 5 ans.
J'étais classé 2e au Canada. Oh shit. Tout ce que mon père, surtout mon père, il me disait, il savait, parce qu'il me dit tout ce que tu entreprends, tu y vas jusqu'au bout. Puis tu as des bons résultats. Fait à quelque part au fond de lui, il se disait, il va réussir là-dedans. S'il aime ça, il va réussir. Fait que, ils sont allés un peu de reculons en croisant les doigts pour que ça marche. Mais ils ont vu aussi, ils venaient voir les spectacles de fin d'année, puis ils voyaient bien que ça payait. Ça se passait bien. Puis ils ont commencé à... Je leur demandais tout le temps de l'argent quand j'étais ado, jeune, puis tout, puis à un moment donné, je demandais plus rien. Puis c'était eux qui me disaient, t'es-tu correct? As-tu besoin d'argent? Ouais, non, c'est correct, j'en ai. Ah, ok. C'est bon. Il a l'air d'être parti, puis... Je pense qu'après, ils venaient voir aussi des spectacles. Puis ils ont commencé à me voir à la télé, puis tout. Fait qu'à un moment donné, ils ont catché que ça fonctionnait. Je pense que c'est surtout quand les autres ont commencé à leur parler de moi, tu sais, comme... Tu sais, mon père travaille dans une école secondaire. Moi, quand je fais l'émission MED, qui est très populaire auprès des jeunes du secondaire, puis que les ados vont le voir, ils sont comme « Hey, t'es le père de MED! Ah! » Ils capotent, puis ils comme « Ah ouais, ok. » Ah ben oui, les collègues, hey, ton fils, c'est bon ce qu'il fait, j'ai vu son show, j'aime ça. Tu sais, pour des parents, ça fait comme oh. Ouais. Souvent, les proches, ils voient pas, tu sais, ils sont un peu dans l'image. Comme si les autres en parlent. C'est le fun parce que moi j'ai atteint mon objectif, c'est de les rendre fiers. Puis là, c'est comme ils sont fiers. Ils sont fiers. Ils sont fiers, fait que moi je fais ce que j'aime, puis ça ressemble à de l'impro. À quelque part. Tu sais, même moi, mon stand-up, il y a beaucoup d'impro. J'improvise beaucoup sur scène parce que je vais essayer de le garder. C'est très organique. Ouais, c'est ça, faut que ça soit organique. Fait que j'essaie de garder l'aspect improvisation dans mes... Parce que c'est vraiment ça que j'aime. Vraiment, vraiment. Est-ce que tu avais fini avec quoi tu parlais de l'impro. Ben, que là, dans le fond, ça fonctionnait, ton affaire. À un moment donné, tes parents, ils s'aperçoivent bien que c'est une vraie job, là, tout simplement, puis que t'es bon là-dedans, puis que t'es heureux là-dedans, puis que ça crée des répercussions, puis que, comme parent, ben, t'es fier. T'es fier de ça. Fait que ça, c'est cool, parce que tu fais ce que t'aimes, puis là, il n'y a pas obligé de s'inhiber. Au contraire. Il y a comme une grosse pression qui a disparu. Là, on est quand dans ton histoire, là? Là, je te dirais, on va dire un an après que j'ai fini l'école. Ouais. De l'humour. C'est là que beaucoup de choses ont débloqué, que j'ai eu beaucoup de contrats, télé, radio. Que c'est sorti de juste faire des bars. Ouais. Puis là, c'est ça, moi, ça m'a justement la pression de... J'avais l'impression que j'avais déjà presque réussi mon objectif de rendre fiers mes parents, puis qu'ils peuvent se dire, OK, c'est bon, lui, on l'a réussi. Lui, c'est correct. Fait que là, cette pression-là, quand elle a disparu, là, je me suis vraiment retrouvé à faire comme, OK, là, il faut que je commence à faire des choses aussi pour moi. Puis profiter de ce que j'ai accompli. Fait que là, j'ai commencé à vraiment triper aussi, puis tomber amoureux de ce métier parce que je le faisais pour moi. Tu sais, apprendre ça, apprendre à faire rire, avoir l'opportunité d'avoir une tribune, puis de parler de ses émotions, de ses problèmes aux gens, puis que les gens payent pour venir te voir chialer, tu sais, c'est quand même, c'est pas rien, là. Fait que c'est là que je suis rentré tête première là-dedans, puis là, après, c'est d'autres... Il y a toujours d'autres défis, là, d'autres problèmes aussi qui rentrent en ligne de compte, mais pour moi, c'était ça, c'est mission accomplie, tu sais. Je pense que c'était le plus gros... Tu sais, quand tu finis quelque chose de gros, là, tu sais, par exemple, tu as un gros projet dans 3 mois, puis ça reste tout le temps là. Peu importe ce que tu fais, là, tu peux aller à ronde, t'es dans le monstre, puis tu le sais quand même, il faut que tu remettes ton projet dans 3 mois, puis une fois que tu l'as remis, là, on dirait qu'il y a comme... T'es vidé. Puis à un moment où tu fais, qu'est-ce que je fais, là, maintenant que j'ai fini, tu sais? C'est quoi les nouveaux défis? C'est quoi les... Ben justement, là, c'est quoi? Ce serait quoi? C'est ton prochain défi, tu sais que là tes parents sont fiers de toi, là, au niveau carrière. Et là, tu veux-tu qu'ils soient fiers de toi dans une autre sphère de ta vie? Ou mais je pense que j'ai pas encore assez fait d'affaires pour être certain, là, d'avoir... tu sais, j'ai fait de la radio, j'ai fait de la... Tu sais, moi, je me suis toujours donné comme objectif, avant 30 ans, il faut que j'ai écrit un livre, réalisé un film, puis sorti un one-man show.
Fait que là, le one-man show est en processus. J'ai eu la chance de participer à un roman, mais idéalement, il faudrait que j'en écrive un. Puis réaliser un film, j'apprends là, avec le cinéma, toutes les émissions de télé que je fais, j'écoute, je regarde ce qui se fait en arrière. Ça m'intéresse beaucoup, la caméra derrière. Fait que je pense pas être capable de réaliser ces 3 projets-là d'ici 30 ans, mais je garde encore ça. Je veux faire ça, de la réalisation. Je veux pas juste faire de l'humour, parce qu'à un moment donné, tu plafonnes. Je veux dire, tu peux faire un one-man show, ça marche super bien. Tu fais des émissions de télé, tu fais une tournée, 2 tournées, 3 tournées, mais à un moment donné, ça reste toi sur la scène qui fait rire des gens. T'sais. Fait que tu as besoin d'une certaine diversification artistique. Oui, là, oui. Parce que sinon, tu rentres... À un moment donné, il y a comme un point de non-retour où tu rentres tellement dans quelque chose que... Après ça, quand tu sors, t'as peur. Tu perds tes repères, puis t'es inquiet, fait que tu restes dans tes pantoufles. Puis tu veux plus en sortir. Puis je pense que c'est la pire affaire pour tuer un artiste, parce qu'après ça, il n'y a plus rien pour s'inspirer. Tu sais, moi, par exemple, j'écris des textes souvent sur des choses qui arrivent dans ma vie. Si ma vie, c'est faire des spectacles dans les différentes villes, prendre l'avion, prendre l'autoroute. Souvent, tu vois ça, il y a beaucoup d'humoristes américains, tu écoutes leur stand-up, c'est souvent des jokes d'aéroport ou d'autres villes. J'étais allé au Texas, les gens au Texas sont comme ça. J'étais allé là, à un moment donné, tu te rends compte qu'il fait juste parler du métier d'humoriste, mais il n'a rien vécu d'autre. Il n'a rien vécu d'autre. Tu sais, c'est ça. Moi, je veux parler d'autres expériences. Je veux parler de... C'est quoi, par exemple, écrire un roman, tu sais. Moi, j'aimerais ça faire... Parce que la meilleure manière, je pense, de réussir, c'est de mélanger les formes d'art. Ouais. Comme n'importe quel travail, tu prends des sources de partout. Tu sais, tu peux comparer un livre à une pièce de théâtre ou à une symphonie, une chanson. Tu sais, c'est de mélanger tout ça. Puis, donc, faut que tu fasses de tout, tu sais. Ben, tu le fais déjà bien. Ouais, mais là, en ce moment, j'ai l'impression que je suis dans un creux parce que je fais que faire de l'humour, tu sais. Ok. Je fais quelques émissions. T'as beaucoup de tournages. Ouais, mais là, t'as terminé tes tournages, j'imagine ou... j'ai fait tourner Trop, la série Trop, qui, justement, c'était une série plus dramatique. C'était le fun. Ça m'a permis de travailler sur une autre sphère artistique. Puis j'ai aimé ça, jouer le drame, tu sais, ma femme accouche à l'hôpital, puis je panique, puis faire des crises d'anxiété dans un hôpital pendant que t'es filmé, je trouvais ça cool. Mais là, en ce moment, concrètement, je fais juste écrire sur mon nouveau show. J'écris la journée, le soir je joue. J'écris la journée, le soir je joue. Fait que j'ai peur de rentrer dans un carcan. Ouais. C'est un coup à donner, dis-toi. Tu vois les même que... Ouais. Mais c'est pertinent, je pense, de penser comme ça, de justement faire, regarde, ce sera pas qu'une couleur, je veux que je joue l'éventail, puis... Ouais, c'est ça. Et là, qu'est-ce qu'on te souhaite en 2018? Qu'est-ce qu'on me souhaite? D'arriver à faire un bon one-man show, je pense. C'est ça ton cheval de bataille, là? Ouais, en ce moment, c'est ça. C'est vraiment le one-man show. Être capable de mettre sur scène ce qu'il y a dans ma tête, je trouve que c'est quand même assez difficile. Ouais. Puis, tu sais que tu pars tout le temps à gauche, à droite, t'as des idées, mais tu te perds là-dedans. Puis c'est vraiment de se concentrer sur c'est quoi que tu veux véhiculer dans ce show-là. C'est quoi ce show-là? Mais t'as-tu déjà ton big picture? Puis tu dis, hey, comment je vais faire pour me rendre là? Je sais où est-ce que je veux me rendre, mais comment je vais... J'ai plusieurs idées. Ouais, il y a plusieurs idées. Moi, je parle beaucoup de milieu carcéral. Étonnamment, t'as eu ta phase, justement, préhistoire. Moi, j'ai eu... J'étais encore dedans. T'es encore dedans? Ouais. Moi, il y a 2 mois, j'ai eu le carcéral. J'ai regardé le plus de documentaires possible sur les prisons. Que ce soit les prisons à travers le monde, aux États-Unis, toutes les formes de sécurité de prison et tout. Et j'écris beaucoup là-dessus. Puis, je vais faire un show où je parle du milieu carcéral et après ça, je parle des problèmes qu'on a en ce moment en société, quitte à tout ce qui est par rapport à la technologie, la dépendance tech, puis ce qui fait qu'il limite un peu nos actions, là, qu'on dépende toujours d'un... Puis j'essaie de faire une transition entre la prison physique, milieu carcéral, et la prison intellectuelle. Puis de montrer aux gens que t'es pas parce que t'es en prison devant des barreaux que t'es pas nécessairement emprisonné à l'extérieur, tu sais. Puis de faire comme, oh crime, ok, je comprends ce que
où tu vas aller là-dessus. Fait que c'est ça, j'essaie de faire la transition entre les deux. Pour ton one-man show. Pour le one-man show. OK. En ce moment, c'est... Ta ligne directrice serait pas mal. Ma ligne directrice est là, en ce moment. Ton show va-tu s'appeler Prison? Non. non. Le nom est pas confirmé, mais moi, j'aimerais ça que ça s'appelle Demain. Ouais, j'aimerais ça que ça s'appelle Demain. Mon rêve, c'est de faire 3 one-man shows. Un qui s'appelle Demain, un qui s'appelle Hier, puis un qui s'appelle Aujourd'hui. Dans cet ordre-là. Dans cet ordre-là. Ouais. C'est pour ça que le premier show, je parle pas trop de moi. Je parle plus d'idées, de ma conception de ce qui s'en vient et tout. Le deuxième show qui s'appelle Hier, ça parlerait plus de moi. Je pense que j'ai envie d'en parler plus tard. Parce que entre si par exemple le deuxième show que je sors, je vais avoir 30 ans. Mm-hmm. Je vais déjà avoir eu 4 ans de plus de vie, donc 4 ans de plus de matériel à raconter que si je le fais là, tu sais. C'est souvent ça aussi, le premier one-man show, là, dans les codes comme non écrits. Ouais, le premier présentes. est très efficace, Ouais. tu te présentes. Le deuxième, tu vas plus dans le vécu, dans le d'où je viens, dans la nostalgie. Peut-être que le troisième, ben, tu fais ce que tu veux. Le troisième, c'est comme le deuxième, mais t'es rendu plus vieux. Ouais, Là, ça y est, t'es mature. T'en as rien à chier Ouais, si ouais. ce bout-là, il rit Si- pas. Ouais. Tu... Il y a 20 minutes, pas de joke, puis Ouais. tu parles de J'avais le ton goût de la divorce. faire. Ouais. Non, tu souhaites, c'est sûr que ça va être un succès. J'espère, je croise les doigts. Puis merci infiniment d'avoir accepté. Ben, Mehdi. merci de l'invitation. Ouais, Puis, merci beaucoup tu vas de toute ton revenir, histoire, ah ouais. vraiment inspirante. C'est fou comment c'est tout le temps, je le dis à chaque fois, mais c'est tout le temps différent. Autant dans le vibe, dans l'énergie, justement, dans le. On sait jamais où le podcast mène, puis à chaque. Ben, chaque on suit l'invité. Ouais, Ouais. chaque invité reste propre à sa personne, puis ça fait des petites bulles, carrément de différentes couleurs à chaque fois. Donc, merci. Ben, Tu vas merci. revenir pour une deuxième heure Ouais. si tu le veux. Ouais, avec plaisir. Parfait, donc on va te réinviter. Merci encore une fois. Merci beaucoup, Guillaume. Ben, merci à toi, mon Toujours cher. un plaisir. Ben, mutuel. Puis Chuck, le mot de la fin, mon chum? Merci les boys. Alex, j'allais dire exactement la même chose. C'est fou à quel point tous les shows sont différents et c'est tellement cool qu'on ait un show comme ça qui puisse aller dans toutes les directions puis qu'on puisse parler de... Ben justement, dans ton cas, tu as commencé en parlant justement de où tu viens. On n'a aucune idée. Nous, on peut même pas concevoir comment ça se passe. Fait que merci de t'être ouvert comme ça. Vraiment, Avec là. plaisir. Merci pour le perroquet. Ça fait plaisir, Guillaume. Il faut que j'en vois un. Oh, tu repars ça avec. T'as-tu chié dessus? Presque. Oh, Oh, hein? c'est la chance. Ben, auditrices, auditeurs, allô. On apprécie énormément que vous soyez toujours de plus en plus nombreux à chaque semaine. Ça monte constamment. C'est vraiment le fun. Les gens sont au rendez-vous, puis ils en parlent aux autres, puis les gens commencent à... Il y a un effet d'entraînement, puis c'est beau, puis c'est le fun. Merci beaucoup. De l'école, de où est-ce que vous nous écoutez, que ce soit en balado, que ce soit sur YouTube, merci d'être là. On apprécie vos commentaires. Comme vous n'avez aucune idée, on prend vos commentaires, on les lit et on se perfectionne. C'est comme ça qu'on améliore le show et on veut le faire à chaque fois. Donc, merci infiniment. Si vous n'avez pas encore laissé d'étoiles sur iTunes, s'il vous plaît, laissez un petit commentaire avec un petit 5 étoiles. Dans la description, il y a un petit bouton où est-ce que vous pouvez cliquer sur YouTube, iTunes directement. Et vous pouvez laisser un petit commentaire, on l'apprécie beaucoup. C'est comme un petit pourboire qui coûte rien, hein. Ça prend 10 secondes, on le fait, merci. Guillaume est beau, Alex est bon, Guillaume est bon, Alex est beau, Mehdi est incroyable. Le perroquet a chié. Le perroquet a chié, j'adore 5 étoiles, merci de le faire. Et finalement, le grand bouche à oreille, ça nous aide aussi énormément quand vous dites hey, j'écoute un show à chaque semaine, ça dure 1 heure, il y a des humoristes, il y a des invités qui viennent se livrer, qui viennent s'ouvrir, puis j'apprends un peu plus. Pour vrai, il y a un effet. Merci de le faire. On l'apprécie grandement. Merci, mon Chuck. Merci. Alors, puis le mot de la fin pour les plugs de la fin pour voir Mehdi en spectacle, mehdipoussaidane.com. Ouais, mehdipoussaidane.com. Ta page Facebook également. Ma page Facebook ou ma page Instagram, qui est Mehdi Boussaïdan aussi. Ça, c'est, Parfait. ça, c'était simple. Oui. Trouvez le H! Allez cliquer sur ses photos 2 fois, mettre un petit cœur sur ses photos d'Instagram. Ouais. Puis moi, pour ma part, je fais une supplémentaire au Major Tom le 7 mars prochain. Je sais que c'est dans longtemps, c'est vraiment dans longtemps, mais je le dis. Si vous voulez acheter des billets, le lien est là. Pour Guillaume, ta page Facebook, Guillaume Duluth de Psycom. Oui, exactement. On peut te retrouver là. Le lien, encore une fois, là, c'est palpable. Il est là, je le tiens. Je peux savoir le mien là?
J'aimerais ça que le mien soit là. Il est là. Garde ton doigt là. C'est fait. Ici, Mehdi Boussaïdan. Et voilà. Parfait. Et manquez pas Mehdi Boussaïdan, son premier one-man show, Mehdi Boussaïdan, prison. Alors, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Répète pas ça. Sai, répète pas ça, mon chum. High five. Oh, il est plus... Il est fatigué, il est fatigué. Merci Guillaume, merci Mehdi. Merci à toute l'équipe. Merci Chuck. Ciao!